commenter, décortiquer et décrypter ce message à la nation du président Macky Sall avec nos invités. Nous allons commencer par la gauche. Diatou Cissé Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous êtes là en tant que citoyenne. Vous avez insisté là-dessus. Maître Ali Fall, avocat à la cour du parti Rewmi. Bonsoir. Bonsoir. À ma droite, monsieur le ministre Oumar Youm, ministre des collectivités locales, mais aussi membre de la direction de l'Alliance pour la République APR. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et enfin, docteur Malick Diop, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'Alliance des forces de progrès AFP. Vous avez suivi avec tous les Sénégalais le message à la nation du chef de l'État. Diatou Cissé Coulibaly, la parole est à vous d'abord. Un discours bon ou moins bon que les précédents. Comment, en tant que professionnel de la communication, vous analysez ce discours du chef de l'État? Moi, je pense déjà du point de vue de la forme, le discours est quand même très digeste. Je disais donc que du point de vue de la forme, je pense qu'on a eu droit à un discours très concis, très concret, où il n'y a pas beaucoup de rhétorique et facilement accessible. Ça, c'est du point de vue de la forme et de la perception que l'auditeur ou le téléspectateur peut en avoir. Maintenant, pour ce qui est du contenu proprement dit, certains pourraient dire que c'est encore des annonces, mais je pense qu'il n'est absolument pas interdit que dans un discours de ce genre et de cette solennité, qu'on puisse annoncer des perspectives claires pour dire quand même où on veut amener le pays, au moins jusqu'à la prochaine fête de l'indépendance. Pour ça, j'ai apprécié, je pense également que le chef de l'État a touché quand même à des domaines de préoccupation des Sénégalais. Moi, j'ai été particulièrement séduite par cette approche qui veut qu'il y ait un développement plus inclusif, avec plus de solidarité territoriale, parce que je pense que jusqu'à présent, il suffit de se rendre en milieu rural pour s'en rendre compte. Jusqu'à présent, on a fait quand même la part belle aux grands centres urbains, particulièrement Dakar, laissant l'arrière-pays dans un état de délabrement quand même avancé, pour ne pas dire éternel, entre guillemets. Pour ça, j'ai apprécié. J'ai également apprécié, en ce qui concerne la formation des jeunes, qu'enfin on puisse envisager des formations qui débouchent sur des connaissances pratiques. Que ce soit dans des métiers de l'agriculture, que ce soit dans d'autres métiers manuels techniques. Je pense qu'au vu de tous ces jeunes Sénégalais, quant au fond qui n'ont pas de qualification, qu'on appelle d'ailleurs abusivement chômeurs, je pense qu'il y a une perspective également qu'on pourrait envisager. Maintenant, j'ai un petit point de déception ou de frustration. C'est vrai, le président a exalté l'éthique du travail en faisant appel à l'amélioration en fait de la qualité du service public, particulièrement dans l'administration. Mais moi, j'attends toujours le président, depuis qu'il est élu, sur les questions de citoyenneté et de discipline collective. Il me semble que le Sénégal ne peut pas émerger quand nous avons les comportements au quotidien que nous avons. Rapidement, avant de céder le micro, lorsque je venais ici, j'ai pris la bretelle qui passe devant le Grand Théâtre. Devant tout le monde, des conducteurs bien sous tous les rapports refusent de faire le sens giratoire parce que le policier a bougé, il coupait carrément la route et je pense que c'est des comportements qui ne sont pas compatibles avec le développement. Le développement et l'émergence, à mon avis, supposent plus de discipline. Donc je ne sais pas quand le président va nous annoncer de grands programmes de civisme, de citoyenneté qui modifient considérablement le rapport du Sénégalais au bien public. Je m'en tiens là pour le moment pour ne pas accaparer la parole. Très bien. Je précise, et certainement vous l'avez compris, que nous sommes en direct de la place de l'Indépendance, une place mythique, une place symbolique justement de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, et dans le décor, cette retraite au flambeau que vous percevez un peu en fond sonore. Monsieur le ministre El Hadj Oumar Youm, vous avez également suivi le discours du chef de l'État. Certains s'attendaient à ce qu'il fasse un bilan, parce que ce discours intervient aussi quelques jours seulement après qu'il a bouclé les 2 ans, les 2 premières années de son élection. On n'a pas eu droit à un bilan.
ceux qui s'y attendaient n'ont pas bien compris. Mais je voudrais d'abord, M. Khan, vous remercier de l'invitation. Profiter de l'occasion pour souhaiter mes vœux de bonnes fêtes d'indépendance aux populations du Sénégal et au président de la République, à toutes les forces vives du Sénégal. C'est vrai, le discours de la fête de l'indépendance du 4 avril n'est pas un discours de bilan. C'est un discours qui a été très bien pensé, je pense, sur le plan de la forme, comme l'a dit Mme Diatou Cissé Coulibaly. C'est un discours excellent, accessible, concis, des messages très forts et des annonces qui sont fortes et qui sont réalisables à court terme. Sur le contenu, je pense qu'il a bien magnifié le rôle de la diplomatie du Sénégal en rappelant que le Sénégal a été l'invité de l'État namibien lors de ces fêtes d'indépendance et que ça démontre encore une fois le rayonnement de la diplomatie du Sénégal, l'ancrage du Sénégal dans des rapports de bon voisinage, de soutien et de solidarité avec les peuples d'Afrique. Et je pense que le fin même de la discours est un appel à l'unité africaine, à la prospérité. Il dit un Sénégal prospère dans une Afrique prospère. Je pense que c'est des mots qui sont très forts. La diplomatie a été revisitée, les liens d'amitié et de coopération qui sont des liens quand même assez forts avec le peuple d'Afrique australe, je devrais dire, ont été magnifiés par le chef de l'État. Le discours donc est dans son contexte, mais aussi les acteurs de la fête de l'indépendance n'ont pas été oubliés. Les forces vives de défense et de sécurité ont été saluées. Les anciens combattants qui ont payé de leur sueur, de leur sang pour que l'Afrique reste debout en dépit des agressions multiples qu'elle a eu à connaître dans le passé. Je pense que le président a essayé de réconcilier cette pensée de Djibril Tamsir Niane qui disait que le monde est vieux, mais l'avenir est dans le passé. Je pense que nous devons respect, déférence et vraiment profiter de ce qu'ils nous ont laissé comme valeur de dignité, de combativité, pour qu'on puisse dire que le peuple sénégalais est un peuple de génie et que le peuple peut, s'il se remobilise et se réconcilie avec les valeurs de la République, des valeurs de la citoyenneté, ce peuple-là peut effectivement porter le plan du Sénégal émergent. Donc c'est un moment de communion et de symbiose. Ce n'est pas un moment pour diviser, parce que faire un bilan, c'est dire j'ai été le meilleur, les autres ont été les médiocres. Non, ce jour est un jour de fête, c'est un jour de réconciliation, c'est un jour de sursaut national, pour que tout le monde puisse savoir qu'au-delà de nos oppositions de partis, de nos visions et de nos perceptions des choses, le Sénégal reste la valeur absolue qu'on doit partager avec tous les Sénégalais. Le Sénégal a des valeurs très fortes qui dépassent les frontières des partis, les frontières des petits territoires, les frontières des confessions religieuses, ethniques, tribales, etc. Le Sénégal est un pays, un tout, qui en son sein a des valeurs que nous tous nous devons partager, préserver. Je pense que c'est ça qui est dit. Il ne pouvait pas, dans le discours, parler de tout le monde, de parler de la citoyenneté. Je pense qu'il a mis l'accent là où il fallait le mettre, en commençant par l'administration, parce qu'il est le responsable de l'administration. Il a fait un appel à un sursaut de patriotisme, en se disant, écoutez, vous êtes dans l'administration centrale, vous êtes les leviers de l'action publique, et vous devez comprendre qu'à la limite, aujourd'hui, nous devons changer d'approche, de comportement, d'attitude, pour qu'on puisse savoir que l'administration est un service public qui doit délivrer des services de qualité et à temps. Il avait déjà fait un discours sur cela, sur la valeur travail, en appelant les Sénégalais à la ponctualité, au respect des horaires de travail. Je pense que c'est dans ce sillage que le président est resté. Dans l'absolu, c'est un discours excellent, très fort, qui a des messages qui nous permettent de rêver grand et de réaliser l'ambition d'un Sénégal développé dans la justice, l'équité et le progrès social. Très bien. Maître Ali Fall du parti Rewmi, parti d'opposition, qui avait soutenu la candidature au second tour du président Macky Sall, mais qui est retourné dans l'opposition. Maître El Hadj Oumar Youm, ministre des collectivités locales, soutient que c'est un discours accessible, collé aux réalités. Est-ce que c'est un discours qui a fait rêver ou qui peut faire rêver? Merci Mamadou Ibra. Permettez-moi d'abord de dire bonsoir à tous vos téléspectateurs.
et souhaiter à l'ensemble de la nation sénégalaise une belle fête, tant il est vrai qu'une fête de l'indépendance est une fête de communion, est une fête de joie. Cela étant dit, je crois qu'il est utile de rappeler que c'est aussi un moment solennel pendant lequel le président de la République s'adresse à tous les Sénégalais pour leur transmettre un message, je pense, d'espoir, mais en même temps un message qui consolide en principe les acquis et les amène vers cet espoir-là. J'ai écouté avec attention effectivement son discours. Dans sa forme, je pense qu'il a fait exactement à peu près la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire en termes de temps, de solennité. Mais j'avoue que je suis plutôt déçu, même très déçu, parce que je m'attendais à un discours beaucoup plus précis sur un certain nombre de points. Je m'en explique par des faits très simples. Je crois que l'année dernière, j'ai préféré écouter des perspectives à dégager, parce que c'est un régime qui était nouveau, qui venait d'arriver, et Dieu sait que beaucoup de choses nous avaient été dites, promises, en termes de chantier, en termes de perspectives, donc l'espoir était permis. En écoutant le discours de cette année, donc 1 an de plus, et qui signifie 2 ans d'exercice du pouvoir, on a eu droit à nouveau à un discours, mais j'espère qu'on y reviendra dans le détail, à un discours, comme d'habitude, en termes de syntaxe et de mots choisis, toujours très séduisant, mais qui reste un discours creux, où aucun acte, parce que j'ai entendu mon confrère Youm dire tout à l'heure que ce n'est pas le moment de faire un bilan, non. Oui. À chaque fois qu'il a été C'est vrai que le président n'a pas fait de bilan. Tout à fait, mais je pense qu'il n'en fera pas parce qu'il n'en a pas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, il a fait des promesses, il a dégagé des voies dans lesquelles il souhaitait s'engager. J'ai là le discours de l'année dernière devant moi. Je pensais au moins que cette année-ci, un certain nombre des choses qu'il avait promises l'année dernière seraient évoquées en termes de réalisation. Est-ce que c'est fait, est-ce que ce n'est pas fait? Ça, pour ça, on a eu un silence total. Mais ce bilan, est-ce qu'il n'en a pas laissé le soin à son Premier ministre qui a sorti un document il y a quelques jours disant ça a été dit, c'est fait? Bon, on y reviendra parce que sur ça, il y a quand même des choses qui sont fausses et c'est bien dommage que la communication publique dise des choses erronées. Mais pour m'en arrêter pour le moment au discours du président, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles, parce qu'il est quand même bon, une fois qu'on a dit des choses qu'on va faire, parce qu'on vient d'arriver, au bout d'un moment, on s'arrête pour se demander est-ce que vous les avez faites ou pas. Cette démarche qui me paraît cohérente, structurée, techniquement fondée, je l'adopte et je me rends compte malheureusement que tout ce qui a été dit l'année dernière est complètement passé aux oubliettes. Je trouve que c'est une démarche qui me déçoit. Venant du président de la République, je m'attendais à un discours qui quand même si ce n'est pas un discours bilan, mais qui quand même nous précise un peu les engagements qu'il avait pris l'année dernière dans un instant solennel de la veille de la fête de notre indépendance pour dire ce qu'il en est advenu. Malheureusement, de tout ça, il n'en a rien été. Au contraire, on a eu à nouveau un discours qui s'appelait à nous définir un avenir. Or, tout le monde sait que l'avenir s'adosse. Est-ce que ça vous a fait rêver? Non, je n'ai pas rêvé. Parce que moi, ce qui me fait rêver, c'est un discours de rupture qui me montre exactement la voie dans laquelle on va s'engager avec des actes précis qu'augure ce qu'on aura déjà fait pendant 2 ans d'exercice. Or ça, malheureusement, ça a été un silence radio. Malick Diop, porte-parole de l'AFP, votre parti appartient à la mouvance présidentielle. Ali Fall dit que c'est un discours qui ne l'a pas fait rêver. Qu'est-ce que vous dites, vous? Oui, merci Mamoudou. Je profite de l'occasion pour vous remercier pour l'invitation, remercier également toute l'équipe du groupe Futur Média, mais également saluer mes co-débatteurs que je connais dans le milieu aussi bien politique que de la société civile, surtout dans l'engagement citoyen pour le développement du Sénégal. Et je profite de l'occasion également pour souhaiter à toutes les Sénégalaises et les Sénégalais une bonne fête de l'indépendance pour demain. Parce qu'on est en symbiose, effectivement, armée-nation. Mamoudou, bon, c'est peut-être que Maître Fall voulait rêver, mais je pense que nous avons dépassé la période des rêves. Parce qu'aujourd'hui, c'est du concret. C'est du concret qui matérialise aujourd'hui la gestion des affaires de la cité. Ce n'est pas un discours bilan. Tout simplement parce que le bilan, il a été fait il y a quelques jours
sur la base de ce document-là, le document bilan, qui est précis, clair, net, pour dire ce qui a été dit, a été fait. Maintenant, Maître nous dit qu'il y a des choses fausses. Comme on est dans un débat, je voudrais bien, maintenant, dans le cadre de ce débat, nous allons débattre sur le bilan pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui n'a pas été fait, ou bien qu'est-ce qui a eu comme assertion fausse. Ça, c'est important, parce que nous sommes dans un débat technique. Nous nous adressons aux Sénégalaises et aux Sénégalais, et il est important, sur ce plan, de parler concrètement de ce qui doit être fait. Maintenant, je pense qu'il y a des éléments importants qui ont été soulevés aujourd'hui. Le concept surtout du pôle de développement de la Casamance, qui doit accompagner la paix. Vous savez qu'aujourd'hui, la Casamance, qui est le grenier du Sénégal, doit être en paix pour que le Sénégal puisse aller vers l'émergence. Et le fait de mettre en place ce pôle de développement de la Casamance pour accompagner la paix est un point important qui, pour moi, va jouer un rôle important. Et des éléments importants, comme Diatou le disait tout à l'heure, nous sommes dans une phase au-delà du plan Sénégal émergent que nous tous nous devons accompagner. Le président a dit quelque chose de très important en disant que nous tous, nous incarnons la nation sénégalaise. Tout le monde doit s'impliquer dans le développement de la nation, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit la société civile, tous les citoyens. Mais il est important également de savoir que dans des secteurs précis, il y a énormément de choses qui ont été effectuées, surtout dans le secteur agricole. Aujourd'hui, des éléments précis ont été soulevés par le président de la République. C'est des éléments d'exécution. Ce discours aujourd'hui rappelle un peu des états d'exécution dans des secteurs précis, dans le secteur agricole, dans le secteur minier, dans le secteur également des infrastructures, etc. Et cet élément plan Sénégal émergent, je pense qu'aujourd'hui dans la planification stratégique, c'est la première fois qu'après une planification stratégique, on met en place un système avec la Delivery Unit de suivi-évaluation. Dans le cadre de l'exécution, aujourd'hui, le suivi et l'évaluation va nous permettre, au fur et à mesure, de savoir ce qui a été prévu, dans ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui manque, comment évaluer, comment également avancer. Et ça, c'est une méthodologie pratique aujourd'hui qui correspond un peu à la rapidité du développement africain aujourd'hui. Dans le système africain, pour que nous soyons en phase aujourd'hui avec le système de l'émergence de l'Afrique, qui aujourd'hui est le continent de ce centenaire, comme on peut le dire, il est important que le président de la République ait un discours pratique, et je pense que ce discours-là est un discours très pratique et très accessible aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Alors, Diatou, on revient à vous. On va essayer d'entrer dans le fond de la discussion. Justement, il l'a dit, le président a parlé de ses projets sur la base déjà du plan Sénégal émergent, et il a surtout insisté sur la volonté d'arriver à un développement territorialement équitable, que les Sénégalais partout où ils se trouvent puissent accéder à l'eau, à l'électricité et aux opportunités d'emploi. C'est une volonté exprimée. Il est là depuis 2 ans. Est-ce que vous sentez les choses bouger? Oui, moi je pense que les choses bougent, mais peut-être qu'elles pouvaient bouger beaucoup plus vite. Je pense qu'il faut faire le distinguo entre peut-être les réalisations, et quand même je pense que personne ne peut nier. Et je précise que je ne suis pas de l'APR, je suis ici comme une citoyenne libre de défendre ses positions et ses analyses. Je pense que personne ne peut nier, voilà, je pense que personne ne peut nier quand même que le monde rural, en dépit de tous les problèmes qu'on peut rencontrer, le monde rural constitue quand même un domaine de préoccupation du chef de l'État. Et je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Moi, j'ai suivi des dossiers à la télévision nationale où au moins en termes de pistes de
production quand même. C'est important pour le milieu rural que d'avoir des pistes de production. Il y a tout un travail qui est en train d'être fait en termes de désenclavement par des pistes de production comme par le réseau routier. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Pas plus tard que ce matin, j'ai appris qu'à Kédougou, on va mettre en place une laiterie qui sera peut-être inaugurée par le chef de l'État lors du Conseil des ministres décentralisé prévu dans cette région, dans cette localité. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui bougent. Pour ce qui concerne l'équipement du monde rural, par contre, c'est là où j'ai des problèmes. Parce qu'on nous a souvent dit qu'il faut moderniser notre agriculture, il faut rompre avec cette agriculture extensive pour faire une agriculture intensive avec des rendements plus élevés. Je pense que de ce point de vue, effectivement, il y a quand même quelques faiblesses. Mais je voudrais ici réaffirmer que, à mon avis, le président a le souci effectivement du monde rural. Peut-être aussi, il n'y a pas d'acte gratuit. Hein. Je pense que ça découle de son long périple à travers tous les pays lorsqu'il était en quête du pouvoir. Je sais qu'il a été dans les hameaux les plus reculés et il a vu de lui-même, je pense, l'état de pauvreté inacceptable dans lequel le monde rural est maintenu depuis les indépendances. Pour ça, je pense que les choses sont en train de bouger. J'en sais un peu moins sur la décentralisation, peut-être Maître va nous le dire, mais je pense que la politique de la décentralisation, la communalisation qui est en train de se faire, pourrait également être un levier pour un développement plus inclusif, pour un développement plus équitable, qui fait qu'on n'aura pas des villes plus ou moins riches et prospères et des communautés rurales abandonnées à elles-mêmes parce qu'elles ne peuvent même pas mobiliser l'impôt local pour même se faire un point d'eau dans le village ou construire des écoles. Je pense que cette politique, si elle est bien menée, elle peut effectivement tirer un peu plus le monde rural vers le haut. Maître Oumar Youm, ministre de la décentralisation, qu'est-ce qu'évoque pour vous quand le chef de l'État dit nous voulons un développement territorialement équitable? Et je pense que déjà, pour revenir sur le jugement de valeur qui a été fait sur le discours, le président est extrêmement cohérent. Depuis le programme Yoonu Yokkute, pour ceux qui sont intéressés au programme, la réforme de l'État dans l'action publique était un axe majeur de ce qui devait être sa politique. Il a annoncé déjà les réformes de la décentralisation. C'est pour rejoindre un peu l'analyse de Mme Coulibaly sur la lucidité qui entoure un peu les réformes de l'État qui sont en jeu actuellement. C'est-à-dire que c'est par sa position de maire d'abord, pendant une dizaine d'années, qui a eu à comprendre, à pratiquer sur le terrain la décentralisation, mais aussi par sa statut d'homme d'État, déjà dont le parcours est extrêmement, à la limite, exceptionnel. Et donc, dès qu'il a accédé au pouvoir, les premières réformes qui ont été annoncées, c'était la réforme de la décentralisation. C'était 2 mois après sa prestation de serment. Parce qu'il savait que les locomotives, en fait, de ce qu'il veut comme développement harmonieux, intégré, inclusif, devaient passer nécessairement par le réaménagement organisationnel des collectivités locales. Et il avait constaté aussi ce qui existe et que tout le monde constate, c'est-à-dire un Sénégal utile est un Sénégal inutile. Dakar, qui concentre tout sur une superficie de 0,3%, superficie nationale, qui a 80% des activités, qui a 60% peut-être de la population, une autre fracture qui est constatée, c'est le monde rural. Un Sénégal utile qui est quand même nourri par le Sénégal inutile. Qui est considéré, parce que j'ai dit utile, inutile entre guillemets, vous comprenez très bien. Hein? Et donc le monde rural avec le monde urbain, le littoral du Sénégal avec le reste du Sénégal. Ou quand on est sur ce qu'on peut appeler, ce qu'on a appelé anciennement la région de Cap-Vert, qui compose un peu le littoral du Sénégal, on a un pays extrêmement développé. Alors ce qui change aujourd'hui de paradigme et d'approche, c'est ça en fait. Quand il est venu au pouvoir, déjà, il a eu l'intelligence et la présence d'esprit de prendre ce qui était le ventre mou des autres politiques, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, pour le coupler avec les collectivités locales. C'était déjà le premier signal
qui devait permettre de lire effectivement que dans ce qu'il voulait faire, il voulait avoir des réceptacles visibles, efficaces, capables de porter les politiques de développement du Sénégal. Et donc je pense que c'est ça qui amène aujourd'hui la réforme, dans ces aspects et ces résultats que tout le monde connaît, c'est-à-dire la communalisation intégrale. Ça a un peu frustré quand il a dit c'était pour rétablir la justice et l'équité. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on constate, nous, en tant que professionnels et techniciens du ministère de la décentralisation? Le retard du monde rural est déjà la résultante de ces critères distinctifs pour lesquels on a tenu un traitement financier entre l'urbain et le rural. Au Sénégal, on a 385 communautés rurales qui composent le monde rural. Dans ces 385 communautés rurales vivent 60% de notre population, environ. Ces communautés rurales recevaient par année, dans l'allocation de l'enveloppe budgétaire liée au transfert de compétences, environ 4 à 5 milliards de francs CFA. Là où les communes, les 172 communes qui ont moins de population et éventuellement moins de problèmes, recevaient plus de 5 à 6 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, vous voyez la tendance. C'est ça qui explique un peu la disparité entre le monde rural et le monde urbain. Et c'est ça qu'il a compris, lui, en tant que quelqu'un qui a connu la décentralisation, qui a vécu la décentralisation et qui est venu apporter des solutions au dysfonctionnement que nous avons constaté. C'est pour cette raison qu'il a mis ensemble aménagement du territoire, étant entendu que l'aménagement du territoire n'est rien d'autre qu'un instrument de prise de décision ou d'aide à la décision, qui doit vous comprendre, vous permettre d'avoir une certaine cartographie sur l'existant en termes d'infrastructures, d'équipements voilà. Donc c'est ça qui permet aujourd'hui de pouvoir aller dans la communalisation, qui permet, et je l'ai dit, et je pense que le mot n'est pas très fort, de redonner au monde rural, puisqu'on est veille de fête d'indépendance, une deuxième indépendance. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé en 1972, c'était pour affirmer davantage les libertés locales. Mais c'était un sous-ordre de collectivité locale qu'on avait donné au monde rural. Une collectivité locale qu'on a appelée communauté rurale, qui n'existe qu'au Sénégal, qui n'avait pas la possibilité, en dépit des missions qui sont des missions importantes, il n'avait pas la possibilité de recruter. Le seul personnel qui était dans la communauté rurale était qu'on appelait un assistant communautaire. La communauté rurale, quelle que soit sa taille et l'importance de la mission, le président de la communauté rurale avait une indemnité qui tournait autour de 250 000 francs. Là où le maire de quartier, qu'on appelle commune d'arrondissement, parce que c'est des maires, c'est des communes de quartier, avait une indemnité au bas mot de 300 000 francs. Donc l'injustice était flagrante. On avait créé un ordre de collectivité locale à qui on n'avait pas donné les moyens et qui ne pouvait pas s'occuper réellement du service public de proximité. Et c'est ça qui permet aujourd'hui, par la communalisation, de donner au monde rural un statut de collectivité locale beaucoup plus attractif. On se pose la question, aujourd'hui dans les communautés rurales, il y a de cela encore jusqu'en 2009, c'était soit de vieux retraités, soit d'anciens chefs de village, soit le taux d'analphabétisme d'ailleurs dans ce quota d'élus locaux est affarant. Parce que simplement le statut n'était pas attractif. Parce que simplement on savait aussi que voilà. Donc, et au-delà de ce réaménagement, le président a eu la présence d'esprit de faire un pari sur nos territoires en disant: je vais construire le Sénégal à partir de ces territoires, en renversant la logique de développement qui était jusque-là une logique de développement sectoriel, avec des ministères et des politiques publiques qui étaient pensées au sommet pour être appliquées à la base, pour dire je vais territorialiser les politiques publiques. C'est-à-dire je vais partir des potentialités de ressources de nos territoires pour définir, identifier les problèmes sur nos territoires et définir les solutions à partir des territoires qui auront leur plan d'action stratégique et pour faire face
à leur avenir. Donc je pense que c'est ça qui permet aujourd'hui de parler de pôle de développement, dont le pôle de développement TES et le pôle Casamance qui a été lancé au mois de mars 2014 sur ces aspects justement de construction de notre résilience pour asseoir la paix, la stabilité au Sénégal. Bien, Maître Ali Fall, dans la volonté qu'il a exprimée d'arriver à un développement territorialement équitable, le président a dit qu'il y a 2 nouveaux programmes ruraux, comme la construction sur 4 ans de 4000 km de routes rurales, mais aussi l'aménagement de domaines agricoles. Tout cela, nous l'avons dit, politique de décentralisation, la réforme de la politique de décentralisation, l'acte 3. Est-ce que vous pensez que la voie choisie jusqu'ici est la bonne ou en tout cas est à même d'arriver à ce développement territorialement équitable? Bon, vous me permettrez, Mamoudou, d'essayer de tout faire pour avoir un discours simple et accessible. En tout cas, je vais faire l'effort. Parce que nous parlons de choses sérieuses, parce que dès qu'on parle du Sénégal, c'est toujours sérieux. Quand j'entends parler de développement équitable, effectivement, il s'agit d'un vœu. Encore une fois, c'est des projections pour l'avenir. Seul l'avenir nous dira. Mais moi, je veux quand même revenir à l'orthodoxie de ce discours-là, de sa structure, par rapport à celui de l'année dernière. Parce que, pour que j'aie confiance, il faut que ce qui s'est passé me donne cette confiance. Or, quand j'analyse le discours de l'année dernière, beaucoup de promesses que le président avait faites, malheureusement, n'ont pas été tenues. Je vous donne juste quelques exemples. Il avait parlé de l'enseignement l'année dernière, pour dire qu'il y a tout un ensemble de mesures destinées à faire en sorte que l'enseignement public aille de l'avant, qu'il soit mieux structuré, et même, dans cette démarche, qu'on y inclut les daras. Vous noterez avec moi que si en des moments, le 3 avril constitue un moment solennel pour s'adresser à la nation, quand on dit des choses, il est bon, un an après, de nous dire ce qu'il en est advenu. Vous noterez avec moi que ces points ont disparu. Aujourd'hui, la santé. Parce que quand on veut se développer, on s'appuie sur, me semble-t-il, un binôme particulièrement sérieux que sont et l'enseignement et l'éducation. Vous noterez, parce que l'année dernière je l'avais relevé, la santé n'avait pas transparu dans le discours du président de la République. Vous noterez cette année aussi qu'à aucun moment donné, on en a parlé. Or, me semble-t-il, la couverture médicale était quand même un pan important du Yonou Yokote. Et vous noterez que non seulement il est réalisé dans des proportions, mais moi qui me chagrine, mais dans ce discours-là, il n'en parle même pas. Qu'est-ce qui nous est servi? Une formation pour les jeunes, pour le milieu agricole, 4000 km de piste rurale, c'est bien. Mais l'emploi des jeunes, c'est ça? C'est ça qu'on nous avait dit dans le Yonou Yokote. Moi, j'espérais véritablement, parce que l'année dernière, dans son discours, est transparue l'idée que l'emploi des jeunes est au cœur des préoccupations de la politique publique. L'emploi des jeunes. Cette année, on n'en parle pas. Moi, je suis désolé, mais j'aurais aimé, au-delà de l'emploi des jeunes d'ailleurs, que la question de l'emploi soit au cœur de ce rendez-vous que le président a avec la nation sénégalaise pour nous dire voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce qu'on a diagnostiqué, voilà les mesures fortes qu'on espère mettre en place pour que le chômage soit éradiqué. Parce que ça, c'est une question de dignité et la politique s'installe au cœur de la dignité humaine. Moi, ce que j'attends... Aujourd'hui, il n'a pas parlé de ces fameux 500 000 emplois qu'il compte créer durant son mandat. Certains disent maintenant qu'il faut ramener à 350 000 puisqu'il va faire un quinquennat. Mais il a quand même dit, parmi les dispositions ou les mesures qui seront prises pour faciliter l'accès au financement des jeunes, il y a 15 000 emplois qui seront créés sur 5 ans. Bon, Mamoudou, je vais vous dire une chose. Oui. L'année dernière, il avait effectivement parlé des 10 000 emplois qui seront générés par l'Agence nationale de sécurité. Ça a été fait. Oui. Et d'une ligne de crédit de garantie de 10 milliards pour des activités génératrices de revenus en faveur des femmes et des jeunes filles. Un financement de 17 milliards sera destiné à la création d'emplois non salariés pour les jeunes. C'est le président de la République qui l'a dit l'année dernière, je ne l'invente pas. Vous noterez avec moi
qu'on ne sait pas ce qu'il est advenu de ces promesses-là et des montants importants qu'on a indiqués. On nous a fait à nouveau de nouvelles promesses. Moi, je ne pense pas, je ne crois pas à cette façon de faire, à cette démarche, et c'est celle-là qui ne me fait pas rêver. Moi, la politique, c'est du sérieux. Quand on parle du Sénégal, c'est du sérieux. Moi, j'aurais souhaité, honnêtement, qu'on nous dise exactement ce qui est fait depuis 2 ans. Ce qui est fait depuis 2 ans, si c'est dans la bonne voie, ce qu'on nous dit qu'on va faire nous rassurera. Et c'est comme cela, à mon avis, que l'espoir aurait subsisté. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, quand on est président de la République, il nous appartient aussi quelque part de nous faire rêver. Mais avant cela, quand même, dites-nous la compréhension que vous avez de cette volonté d'arriver à un développement territorialement équitable. Si on part du constat qu'il y a des disparités, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec entre les régions, entre les Sénégalais. Des disparités qui sont parfois même énormes, abyssales. Je conviens, et je crois que Maître Youm sera d'accord avec moi, pour dire que la décentralisation, si dans sa phase conçue et qui n'est pas encore mise en œuvre, marche comme il faut, il est clair que toutes les institutions, décentralisées, seront mieux placées pour prendre en charge les préoccupations des populations au niveau local. Je pense que, une fois que ce sera le cas, peut-être que ce sera une des solutions pour que justement on ait un développement d'une certaine façon équitable. Hein, bon, mais encore une fois, c'est encore des perspectives qui sont dégagées. On verra ce que ça va donner. Mais pour le moment, moi, ce que j'attendais quand même presque à mi-parcours, c'est quand même un bilan un peu plus précis de ce qui a été fait, qui pourrait quand même nous donner espoir que ce qui est promis sera fait comme c'est dit. Alors, Malick Diop, est-ce que le discours sur la décentralisation, c'est une question qui provoque le ministre qui est là, mais est-ce que le discours sur la décentralisation, comme rampe de lancement justement pour arriver à ce développement territorialement équitable, n'est pas un peu brouillé? On parle beaucoup plus de la suppression de la région comme collectivité locale, on parle de mode de scrutin, et on oublie l'essentiel. C'est justement l'essentiel, ce sont ces pôles territoires, ces pôles de développement-là. Oui, Mamoudou, je pense que, bon, je le dis même devant le ministre en charge de la décentralisation, je pense qu'il faut qu'on communique beaucoup plus aujourd'hui sur l'acte 3 de la décentralisation, parce qu'effectivement le discours est brouillé. Je donne juste des éléments historiques importants. À Dakar, il y a de cela 2 ans, s'est tenu un grand rassemblement de tous les maires d'Afrique et même d'ailleurs, parce que tout simplement on a tenu en même temps que Africité le congrès du CGLU, ce qui a entraîné des travaux techniques importants sur la base d'un thème général, développement des pays à travers les territoires. Et le constat était simple et unanime. Quel que soit aujourd'hui le continent, les pays les plus en avance étaient des pays qui avaient réussi à se développer à travers les territoires. C'est vrai que dans ce cadre précis, c'est des pays qui, en général, se sont fédérés. On se donne un exemple très simple, les États-Unis dans la zone américaine, l'Allemagne avec les Länder dans la zone européenne. Aujourd'hui, le système de décentralisation en Afrique du Sud fait que c'est un pays qui fait partie des BRICS. Et tout le monde a convenu qu'il fallait, dans le cadre de l'émergence, si on prend vraiment le choix de l'émergence, qu'il fallait se développer à travers les territoires. C'est une option obligatoire aujourd'hui au niveau national. Le Maroc l'a fait, ça a marché. La Tunisie l'a fait, ça a marché. D'autres pays émergents comme la Corée et la Chine l'ont effectué, ça a marché. Le Sénégal a pris aujourd'hui l'option de se développer à travers les territoires. Pour cela, il fallait prendre des mesures drastiques. La première mesure, effectivement, sur les 602 collectivités locales, il y avait des problèmes énormes. Une collectivité locale comme une communauté rurale était devenue une collectivité locale non viable. Je précise même les communes d'arrondissement en réalité. Ce n'étaient pas des structures viables parce qu'il n'y avait pas des ordres de recettes réels qui pouvaient permettre une exécution des 9 compétences. Ce n'était pas possible. Donc il fallait prendre une décision. Elles vont le devenir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous prenez les collectivités territoriales comme les communes de plein exercice qui seront au niveau de la région de Dakar, mais les recettes seront directement
iront directement vers ces communes et en exécution, ceux qui sont les plus proches aujourd'hui des populations pourront exécuter directement des compétences qui sont des compétences réelles. Et ça, aujourd'hui, en termes de communication, on n'a pas trop communiqué là-dessus. On a beaucoup communiqué sur la dissolution des conseils, c'est des conseils régionaux. Oui. En réalité, le conseil régional, c'est bien. C'est bien qu'il y ait un conseil régional dans une collectivité, comme ordre de collectivité territoriale. Mais ce n'était pas viable en réalité. C'était une fonction de représentation, mais en réalité, quand on prend exclusivement les compétences dévolues au conseil régional, il n'y avait aucune exécution possible. Ce n'est pas viable. On va vers les pôles de développement. On a commencé par la Casamance. Il y aura 7 pôles de développement plus tard. Ça, c'est important. C'est en phase aujourd'hui avec le système international de décentralisation. Mais je dis, en communication, on a très peu communiqué sur ça. On a beaucoup communiqué sur, effectivement, mode de scrutin, est-ce qu'il fallait faire tel ou tel, sans prendre en réalité l'essence réelle de l'acte 3 de la décentralisation. Je pense que ça, bon, peut-être que le temps... qui s'emparent aussi du débat. C'est souvent ça le problème. Oui, non, c'est nous autres, hein, c'est nous autres. Non, c'est nous autres. Mais à culpa, hein, c'est les politiciens, effectivement, qui s'emparent de ce débat-là, en oubliant aujourd'hui que lorsqu'on va vers ce système de décentralisation, ce ne seront pas exclusivement les politiques qui vont aller vers la gestion, ce sera une gestion partagée entre les politiques, mais également les acteurs de la société civile qui vont s'impliquer dans la gestion des territoires. Et je pense que ça, c'est important. Maintenant, je reviens un peu sur quelques points soulevés par Maître Ali Fall. Bon, je pense que